Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je viens de fêter mes 33 ans le 2 mai dernier et à cette occasion, je vous propose un petit point sur mon patrimoine et mes investissements, étant donné que la dernière fois que j'ai fait ça, ça commence à dater. Pour les plus anciens, ici, ça vous permettra d'avoir une petite mise à jour sur ma situation, et pour les personnes qui sont relativement nouvelles sur cette chaîne, ça vous permettra de découvrir mes différentes expériences, d'autant plus qu'il me semble relativement important, mine de rien, d'être la plus transparente possible avec vous, étant donné que l'investissement, la gestion financière, c'est tout de même le cœur de ma chaîne. Avant de commencer, je tiens à dire que, contrairement à ce que certains croient ou essayent de faire paraître, l'investissement, ce n'est pas une compétition, ce n'est pas le concours de qui est la plus grosse, de qui investit le plus d'argent, de qui a la meilleure rentabilité, mais c'est avant tout le résultat de choix de vie, de parcours différents et de projets différents. Mon but, ce n'est pas de m'étaler, mais bien de vous partager mon expérience, de vous partager mon évolution, que ce soit en termes de manière de faire ou de manière de penser, et pourquoi pas vous donner des idées ou vous inspirer à vous lancer dans vos propres projets. J'ai conscience que pour beaucoup de personnes, ce patrimoine va sembler très important, et je tenais à préciser également qu'il ne provient absolument pas d'un héritage ou d'un ticket de loto qui aurait été gagnant. J'aurais bien voulu, ça aurait été plus facile, mais tout simplement de risques que j'ai pris, de choix et de concessions que j'ai faites depuis maintenant 6 ans, mine de rien. Et je viens donc de mettre tous mes chiffres à jour et peux fièrement vous annoncer que tout ce travail, il a payé, puisque aujourd'hui, mon patrimoine brut dépasse tout juste le 1 000 000 d'euros. Si ce chiffre peut faire peur, sachez qu'il est cependant à nuancer, étant donné que la grande majorité de ce patrimoine provient de la valorisation de mes biens immobiliers que j'ai financés à crédit. À côté de ça, mon patrimoine financier ne représente que 11% du total, mais j'ai tout de même conscience que c'est déjà beaucoup plus que pas mal de personnes à mon âge. Pour des raisons pratiques, étant donné que j'ai énormément de choses à vous raconter sur chaque catégorie d'investissement, j'ai décidé, une fois n'est pas coutume, de traiter le sujet en 2 vidéos séparées. La prochaine fois, on parlera de mon patrimoine immobilier, mais aujourd'hui, nous allons nous intéresser à mon patrimoine financier, qui est donc découpé en 9 catégories différentes, catégories dont je vais vous parler de la plus petite à la plus importante. Et on commence avec l'assurance vie qui représente 3,5% de mon portefeuille. À ce jour, je ne possède plus qu'une assurance vie que j'avais ouverte chez Yomoni en 2019. J'en avais une deuxième pendant un moment, mais que j'ai fini par clôturer au bout de 2 ans, que j'avais ouverte chez un conseiller en gestion de patrimoine indépendant pour tester. Mais en toute honnêteté, j'ai fini par la clôturer parce que je trouvais que c'était dommage d'avoir autant de frais d'entrée, notamment de mémoire, j'avais 1% ou 2% de frais d'entrée, ce qui est énorme. Si vous suivez un petit peu le game de l'assurance vie, vous savez qu'aujourd'hui, c'est possible d'en trouver en ligne. Il y a Yomoni, Nalo, etc. sans frais d'entrée notamment. Et du coup, je trouvais ça dommage de continuer, alors qu'au final, le conseiller en gestion de patrimoine ne m'apportait pas vraiment de conseils par rapport à mes connaissances et à mon expérience. J'ai conservé du coup celle de Yomoni qui, pour le coup, me semblait beaucoup plus raisonnable, avec juste des frais de gestion et pour de la gestion pilotée. Chez eux, je suis en profil P8, ce qui implique que la majorité de mon portefeuille est investi en actions. J'ai un profil qui est relativement risqué, relativement dynamique. Et la conséquence de tout ça, c'est qu'il faut accepter que le portefeuille va beaucoup fluctuer en fonction des marchés et notamment en fonction des crises. Mais sur plusieurs années, mine de rien, au bout de 4 ans, je constate que avec le lissage du risque, le fait que j'investisse régulièrement, ça a permis de lisser mon risque, lisser mes performances, et du coup, je m'en sors plutôt bien. En 4 ans, vous pouvez voir que j'ai fait 3 rachats. Je me suis en fait servi de cette enveloppe comme une sorte d'épargne forcée et boostée en parallèle de mon livret A pour financer certains projets, notamment des travaux dans mes appartements. Bien évidemment, mon but aujourd'hui n'est pas de vous réexpliquer de A à Z comment fonctionne l'assurance vie et quelles sont les règles fiscales particulières de ce type d'enveloppe. Pour ça, j'ai déjà fait pas mal de vidéos sur le sujet, donc je vous les mettrai en barre d'infos. Je vais faire ça d'ailleurs pour tous les types de placements dont je vais vous parler aujourd'hui. Comme ça, si un sujet vous intéresse, vous pourrez aller choper un petit peu plus d'informations sur la chaîne si j'ai fait des vidéos sur le sujet, évidemment. Sachez que je vais également vous mettre évidemment tous les liens vers les sites dont je vais pouvoir vous parler au fur et à mesure de cette vidéo. Certains de ces liens sont des liens totalement
classiques et d'autres liens sont des liens affiliés. Si c'est le cas, je vous l'indiquerai bien évidemment, sachant qu'un lien affilié, si vous cliquez dessus, si vous vous inscrivez sur une plateforme et que vous investissez sur cette plateforme, ça me permet de toucher une petite commission et du coup ça supporte mon travail sur cette chaîne. En 8e position, on retrouve le crowdlending pour 4,8% de mon portefeuille. Ça fait partie des toutes premières catégories d'investissement auxquelles je me suis intéressée en parallèle de l'immobilier dès 2018 et je dois dire que j'ai vraiment trouvé ça génial comme concept de pouvoir investir dans des projets, dans des petites et moyennes entreprises en se substituant à la banque, en prêtant de l'argent à ces entreprises à la place de la banque et du coup on finance des projets, on a des intérêts en retour, donc vraiment, je trouvais le concept génial et je me suis lancée à fond dessus. Je me suis inscrite sur quasiment une dizaine de plateformes, mine de rien. Je me suis vraiment éparpillée côté crowdlending. Mes plateformes principales, c'était surtout October, PretUp et Mintos également. C'est vraiment les 3 où j'ai investi le plus d'argent. Et c'est également un des premiers types d'investissement parallèle à l'immobilier dont je vous ai parlé sur cette chaîne début 2020. Et franchement, au début, ça se passait super bien. Il y avait beaucoup de projets qui sortaient sur les plateformes, des projets de qualité avec des entreprises qui avaient une santé financière relativement correcte et j'avais des remboursements tous les mois sans trop de soucis. Il y avait très peu de défauts, il y avait très peu de retard. Mais vous l'imaginez bien, 2020 est arrivé et a marqué un vrai tournant dans le monde du crowdlending étant donné que toutes ces petites et moyennes entreprises qui pouvaient emprunter sur les plateformes se sont retrouvées en grande difficulté financière parce que ralentissement économique d'une part, elles vendaient moins, et d'autre part, inflation, ce qui fait que leurs coûts ont augmenté. Ça s'est traduit par beaucoup de difficultés financières, des faillites pour certains, et du coup, pour les prêteurs comme moi de ces plateformes, ça s'est traduit par beaucoup de retard et surtout beaucoup de défauts dans les projets. Aujourd'hui, à titre personnel, je ne considère plus que le crowdlending est une rémunération suffisante par rapport à mon risque de perte en capital. Pour tout vous dire, il me semble, j'ai vérifié ce matin, que j'ai 17% de mes projets qui sont actuellement en défaut sur la plateforme October. Et donc, une chose que je vous ai déjà dit 2-3 fois, notamment dans les vidéos budget l'année dernière, c'est que je fais de la réallocation d'actifs. Donc, je n'investis plus sur les plateformes. Et quand j'ai des remboursements sur celles-ci, je les retire pour réallouer l'argent ailleurs sur d'autres projets, d'autres classes d'actifs. D'ailleurs, le dernier événement qui fait que je suis assez pessimiste sur le sujet du crowdlending de façon générale en tant qu'investissement intéressant, avec tous les guillemets qu'il peut y avoir, c'est que début février, ma plateforme principale, et dont je vous ai parlé déjà d'ailleurs, qui est October, a annoncé réduire drastiquement son activité concernant les prêts. Ça, pour moi, ça veut tout dire. En 7e position, on retrouve l'investissement dans des bouteilles de vin pour 8,4% du portefeuille. C'est un domaine auquel j'ai commencé à m'intéresser courant 2020 et dont le principe est assez simple, c'est-à-dire que vous allez acheter des bouteilles, vous allez espérer qu'elles prennent en valeur, on n'est jamais sûr évidemment, c'est tout l'enjeu, et vous allez finir par les revendre quelques mois ou quelques années plus tard et donc encaisser une plus-value. Ce que je trouve intéressant avec le vin, c'est que c'est très atypique et très différent de tous les autres types d'investissements que j'ai pu faire jusqu'à présent, et j'ai vraiment découvert un domaine que je trouve passionnant et qui est beaucoup moins froid, je dirais, en quelque sorte, que la bourse ou encore les crypto-monnaies. Il y a un côté beaucoup plus passionnant dans le sens où ça vous force à vous intéresser vraiment à la culture du vin, aux différents cépages, aux différents domaines, au nombre de bouteilles qui est produit chaque année par tel domaine et du coup réussir à vous dire tiens, cette bouteille dans quelques années elle sera ultra rare, ça vous force à vous intéresser aux différents millésimes. Bref, il y a tout un côté un peu culturel qui me plaît vraiment, je dois dire. Et j'ai retrouvé un peu ce petit côté passion que j'avais un peu perdu franchement avec d'autres types d'investissements. On en parlera d'ailleurs pour les cryptos. Et ouais, c'est nouveau, mais franchement, je m'éclate. Et du coup, comme c'est un type d'investissement qui est encore assez jeune de mon côté, que j'ai découvert relativement récemment, je vous en ai pas encore parlé sur la chaîne. Il y a plusieurs raisons à ça. Pour être totalement transparente avec vous, je suis en discussion avec la plateforme sur laquelle j'investis pour éventuellement faire un partenariat ensemble. Petit aparté, mais j'ai toujours eu beaucoup de chance avec ma chaîne, c'est que bon, on propose vraiment à gauche, à droite, dans tous les sens des partenariats tous les jours, mais je fais très attention à qui je choisis et surtout j'ai eu de la chance d'être contactée notamment par les plateformes où j'investissais déjà. Donc c'est super parce que ça me permet moi de parler de quelque chose que je connais et pour eux
qui de mieux qu'une cliente réelle pour parler de leur plateforme. Bref, je suis en discussion avec eux, donc on va voir ça. Et d'autre part, j'aimerais attendre également de tester toute la chaîne du processus d'investissement pour vous en parler. C'est-à-dire que pour le moment, j'ai investi dans un certain nombre de bouteilles dont la valeur varie entre une centaine d'euros pour la moins chère et plus de 700 euros de mémoire pour la plus chère. Ces bouteilles, je les stocke en cave, non pas dans ma cave personnelle, étant donné que pour des raisons déjà de conditions de conservation, c'est pas top, mais surtout de sécurité, eh bien, j'ai pas envie de dire sur internet que j'ai une cave de plusieurs milliers d'euros et que les gens débarquent chez moi. Évidemment, mais je les stocke tout simplement dans la cave professionnelle de la plateforme, monnayant des frais de stockage évidemment, mais au moins je suis beaucoup plus sereine sur tous les aspects et j'attends de regarder un petit peu régulièrement comment les prix des bouteilles évoluent. Il y a certaines dont le prix augmente, il y a certaines dont le prix baisse, mais grosso modo, voilà où j'en suis. Et en fait, je n'ai pas encore revendu de bouteilles à l'heure actuelle, donc il y a des bouteilles que j'ai achetées maintenant il y a plus de 4 ans, mine de rien, et qui prennent tranquillement en valeur. Mais du coup, avant de pouvoir vous en parler, notamment, j'aimerais tester le processus de revente et de voir à quel point c'est facile de réussir à revendre une bouteille, à quel point c'est facile de trouver un acheteur. Bien évidemment, vous me direz, si tu vends moins cher que le prix estimé, ça sera beaucoup plus facile que si tu la mets à x3. Mais voilà, c'est fait partie des choses que j'aimerais bien tester avant de vous en parler. Mais pour le moment, je peux vous dire que je suis tout de même assez satisfaite de comment les choses se passent, sachant que j'ai investi au total près de 7400 euros dans ma cave. J'ai environ une quarantaine de bouteilles à mon actif, mine de rien. J'ai des frais de stockage de 6,90 € par mois. Et mine de rien, j'ai eu l'impression de faire de plutôt bons choix, étant donné que ma cave, elle est estimée avec une plus-value de revente à 24%. On continue avec l'investissement dans les startups qui représentent 8,6% de mon portefeuille. Le principe étant de souscrire au capital d'une société relativement jeune, non cotée en bourse, et donc de participer à sa croissance, à son développement, avec l'espoir de faire une plus-value ou pourquoi pas multiplier son investissement dans quelques années. C'est globalement le principe de qui veut être mon associé, mais à plus petite échelle me concernant. J'ai investi principalement via 2 plateformes, la première étant Anaxago, avec des entreprises comme Shaper, Acticor Biotech ou encore Robocat, et la deuxième c'est Caption, qui est plus une forme de marché secondaire entre la plateforme qui va vous faire investir dans des toutes petites startups et celle qui vous permet d'investir dans des actions d'entreprises cotées en bourse. Et sur cette plateforme, j'ai investi dans Ledger et Payfit. Aujourd'hui, même si ma participation elle est assez importante, mine de rien, parce que j'ai investi plusieurs milliers d'euros, généralement c'est à partir de 1000 € de ticket d'entrée, je suis toujours assez prudente sur ce type d'investissement, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose que je vais privilégier dans les années à venir pour mon portefeuille parce que c'est très risqué l'investissement dans les startups, il y a un fort risque de perte en capital, on s'engage en plus pour généralement autour de durée de 5 ans. On espère que la société fasse bien, on espère éventuellement que la boîte soit rachetée par un plus gros poisson qu'elle et faire un bénéfice là-dessus, mais on n'est jamais sûr. Je crois qu'il y a une statistique en France qui dit que plus de 90% des startups se cassent la figure à un moment donné. On prend un très gros risque avec son argent lorsqu'on investit dans ce type d'actifs et on prend le risque du coup de ne plus jamais revoir son argent. Je considère que les startups occupent aujourd'hui une bonne part de mon portefeuille et je ne compte pas réinvestir en startup à court terme ou à moyen terme. Je préfère vraiment me concentrer vers des investissements qui vont me rapporter des revenus plus réguliers. En 5e position, on retrouve les crypto-monnaies qui représentent actuellement 9,7% de mon portefeuille. Ceci me donne l'occasion de vous faire remarquer que c'est mon portefeuille à l'instant T, mais bien évidemment, tous les actifs qui le composent ne sont pas constants. Certains évoluent de jour en jour et les crypto-monnaies sont notamment très volatiles. Il y a quelques mois, avant que le cours du Bitcoin recommence à monter, j'étais peut-être à 4000 €. Demain, ça se trouve, ça va exploser et j'aurai un portefeuille à 200 000 à 500 000 €, ou alors à 100 €, on sait jamais. Bref, je n'en sais rien,
mais en tout cas, en ce moment, on est plutôt autour de 11 000 euros. À l'heure actuelle, ma dernière transaction en crypto-monnaie remonte à plus d'1 an et demi, mine de rien. J'ai acheté la plupart de mes crypto-monnaies via Binance et j'en ai également sur Maillard et eGold en l'occurrence, Maillard qui a été renommé en X-Portal d'ailleurs. Je vous ai fait sur cette chaîne une vidéo dédiée crypto-monnaie que évidemment je vous invite à regarder si vous êtes intéressé par le sujet. Vidéo qui, je sais, à l'époque a brisé beaucoup de cœurs étant donné que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées par les cryptos. Mais je peux vous dire que depuis cette vidéo, malheureusement, mon opinion n'a pas changé sur le sujet et j'ai décidé que voilà, fallait accepter que ce n'était pas ma sensibilité. C'est pas forcément une histoire de risque sur rendement, mais c'est vraiment que moi j'ai besoin de quelque chose de tangible pour investir. Par exemple, j'aime bien la pierre, bien l'immobilier, j'aime bien le vin, évidemment je viens de vous en parler, et j'aime bien la bourse aussi, où il y a une entreprise derrière. Mais pour la crypto, j'y arrive pas. C'est assez paradoxal parce que, bon, la crypto, elle occupe quand même une position assez bâtarde dans mon portefeuille dans la mesure où aujourd'hui, elle est en 5e place, demain, ça se trouve, elle sera en première place, après-demain, elle sera en dernière place. Mais c'est vraiment une position dont je ne m'occupe plus aujourd'hui. L'argent qui est placé en crypto-monnaie, je considère qu'il est perdu et j'attends tout simplement peut-être, pourquoi pas, une re-explosion des cryptos, un re-emballement des prix pour m'y réintéresser et faire en sorte de débloquer les 2-3 choses que j'ai mises en stacking à gauche, à droite et tout simplement retirer ma part du gâteau. Mais je n'ai aucun plan d'investissement long terme en crypto-monnaie. Là, je suis juste dans une optique de récupérer potentiellement avec un petit bénéfice quand même ce que j'ai investi à l'époque. On continue avec le compte titre qui représente 11% de mon portefeuille. Le compte titre permet d'investir notamment dans des actions qui ne sont pas disponibles à l'achat en PEA, parmi lesquelles les fameuses actions américaines dont je suis sûre vous entendez parler dans plein de vidéos, donc McDonald's, Starbucks, Amazon, Disney, tout ce panel-là. Et forcément, ce sont des actions que j'ai en portefeuille. J'ai commencé à m'intéresser au compte titre relativement tôt après l'ouverture de mon PEA, donc vraiment début 2020, je dirais, et j'ai investi en compte titre en parallèle de mon PEA pour ce que je ne pouvais pas acheter en PEA. Et pour la petite histoire, j'ai ouvert mon premier compte titre sur la plateforme Trading 212 parce que un collègue qui investit également m'en avait parlé. Et vous savez pourquoi est-ce qu'il m'en a parlé? Tout simplement parce que à cette époque-là, il a commencé à suivre les vidéos de Sébastien Coubard, qui, vous le savez, a commencé à exploser courant 2020-2021 avec ses vidéos d'investissement mensuel en bourse via Trading 212. Donc c'était vraiment par le bouche à oreille que je me suis inscrite sur cette plateforme et pour être honnête, elle m'a tout de suite plu parce que je l'ai trouvée ergonomique et surtout parce que j'ai trouvé ça révolutionnaire vraiment de pouvoir faire des diagrammes d'investissement automatiques et surtout de pouvoir acheter des fractions d'actions. Et à l'instar de mon PEA, j'ai énormément investi en compte titre pendant environ 1 an et demi, 2 ans, parce que j'avais pas mal de liquidités à ce moment-là, mais depuis, je dois avouer que j'y ai pas trop touché, en fait, étant donné que j'ai pas eu les fonds, tout simplement, pendant un moment, parce que j'avais notamment beaucoup de projets immobiliers. Par la suite, assez récemment, j'ai décidé de m'orienter plus sur le PEA dans un premier temps et de revenir au compte titre après ça. Mais également, j'ai commencé à avoir des doutes, pour tout vous dire, pour être totalement transparente, sur Trading 212, qui font que j'ai pas forcément voulu continuer à investir dedans. Je vais vous parler de mon ressenti personnel et de mon expérience. Ça veut pas dire que c'est forcément la vérité et que tout le monde a le même type d'expérience, mais je vais vous expliquer pourquoi j'ai commencé à avoir des doutes. Tout d'abord, j'ai vu pas mal de commentaires de gens qui étaient assez dubitatifs sur la plateforme, notamment du fait qu'elle appliquait apparemment des spreads assez grands. Ensuite, il y avait la question de qu'adviendrait-il de notre argent si jamais la plateforme venait à faire faillite, sachant qu'elle n'est pas dans l'Union européenne, elle est basée en Angleterre, donc il y avait beaucoup de questionnements par rapport à ça également. Et troisième point du coup, alors c'est plus un jugement de valeur de ma part pour le coup, mais ils ont commencé à faire de la promotion d'une sorte de trading social, à l'instar d'eToro que je déteste pour le coup par rapport à ça. C'est-à-dire qu'ils ont commencé à mettre en avant des portefeuilles qui performaient bien. En espérant que les gens les copient peut-être, en espérant que les gens achètent ces actions aussi parce qu'elles performaient bien la semaine dernière. Et
J'aime pas trop ce genre de pratique parce que ça encourage les gens à acheter, alors que quelqu'un qui est formé sur le sujet de l'investissement en bourse, il sait qu'il doit investir régulièrement sur le long terme et pas suivre les tendances. Et du coup, ça, c'est tout ce que je déteste parce que ça vous encourage à faire des erreurs. Et ce qui est sûr, c'est que c'est pas parce que quelqu'un a eu des bonnes performances le mois dernier que ça sera bon le reste du temps. Bref, tout ça pour vous dire que ça m'a assez refroidi et que j'ai décidé du coup de ne plus investir sur cette plateforme. Donc j'ai mon argent qui est investi pour le moment, mais je ne rajoute pas d'argent dessus. À la place, j'ai préféré ouvrir un compte tout simplement chez DeGiro. Vous connaissez, je vous en ai déjà parlé, j'ai un partenariat avec eux pour le coup, qui est une plateforme qui est basée dans l'Union européenne et qui du coup nous permet d'être un peu plus protégés par les lois européennes en cas de problème. Ce qui est dommage, c'est que je perds ce bénéfice de pouvoir notamment acheter des fractions d'actions, mais je peux vous dire que voilà, bizarrement, je sais pas si c'est moi ou je sais pas si c'est quelque chose de véridique, mais je me sens plus sereine et je pense que c'est très important lorsqu'on investit. En troisième position, on retrouve le livret A pour 12,8% du portefeuille. Le livret A, c'est tout simplement là où j'ai décidé de placer mon épargne de sécurité. Je vous l'ai dit, l'épargne, c'est vraiment l'un de mes focus de l'année. Je veux me forcer à placer plus d'argent, à mettre plus de côté, étant donné tous les projets que j'ai, de façon à me sentir plus sereine. Notamment cette année, j'ai une grosse rénovation immobilière qui arrive, j'en ai pour 20 000 € de travaux concrètement, et du coup je fais attention à garder une épargne qui est en cohérence avec mes revenus et mon patrimoine, ce que tout le monde devrait tendre à faire selon moi, selon sa situation personnelle. On arrive sur la deuxième marche du podium avec le crowdfunding immobilier pour 13,6%, un autre sujet sur lequel je vous ai déjà fait une vidéo et dont je vous laisserai également le lien en barre d'infos. Je dois vous avouer que avant de remettre mon nez dans mes calculs de patrimoine, j'étais relativement pessimiste concernant l'objectif dont je vous avais parlé il y a 2-3 ans du coup dans cette fameuse vidéo qui était de réussir à investir dans une quinzaine de projets environ en 2-3 ans de temps. Mais au final, je me suis rendu compte que je n'avais pas tant à rougir que ça de ma performance parce que il y a plusieurs investissements que j'avais un peu mis de côté et que j'avais oubliés. La raison principale étant que le crowdfunding, c'est tout de même un engagement qui est relativement long. On s'engage en prêtant de l'argent à des projets qui vont durer 2-3 ans, parfois plus. Et du coup, quand on accepte le risque, on sait que ce sont des projets qui vont prendre un certain temps et on les met un peu de côté dans un coin de sa tête. Grosso modo, les seules fois où je pense à mes projets de crowdfunding, c'est lorsque j'investis au départ, puis lorsque j'ai des reportings réguliers de où en sont les projets. Mais à part ça, c'est vraiment à la fin. Et d'ailleurs, il y a quelques jours à peine, j'ai reçu un mail de Hominity qui me disait que l'un de mes projets dans lesquels j'avais investi en 2021 était enfin remboursé et du coup ça fait plaisir. Je sais que c'est un type d'investissement que je compte faire à long terme, je compte continuer à investir en crowdfunding pendant très longtemps. Par contre, le fait que je ne sois pas arrivée à un objectif qui était annoncé est dû au fait que les 2 années passées, j'ai voulu me mettre en retrait un peu et observer la situation parce que, à l'instar du crowdlending, eh bien tout simplement, il y a des projets qui se sont lancés en 2019 avant crise, qui ont été montés avec des budgets de 2019 et j'ai voulu regarder sur les dernières années comment ces projets ont évolué. Moi j'ai eu de la chance pour l'instant, j'ai pas eu, à part quelques retards, mais j'ai pas eu de projets qui ont été abandonnés. Mais je sais que en France, il y a pas mal de projets neufs qui ont eu de grosses difficultés à cause de l'inflation, à cause du coût des matériaux, à cause du coût de la main-d'œuvre, à cause du manque de main-d'œuvre également. C'est quelque chose que je vais continuer à observer, je pense, cette année. Et si ça se passe bien, je pense commencer à reprendre mes investissements de ce côté dès 2025. Et on termine avec mon investissement financier le plus important à hauteur de 27,4% de mon portefeuille, j'ai nommé mon PEA. Et sur ce sujet, je ne m'étendrai pas trop étant donné que je vous en ai parlé tout récemment dans une vidéo sur la chaîne. Donc je vous invite à aller la voir si jamais vous êtes intéressé. Je vous donne tout l'historique, toute la composition et la stratégie d'investissement que j'utilise aujourd'hui. J'ai ouvert mon PEA chez Before Bank en 2019 et c'est donc à ce jour ma plus grosse enveloppe d'investissement en termes de valorisation. Et j'ai eu l'occasion d'en parler à plusieurs reprises. C'est également l'une de mes priorités d'investissement financier dans les années qui viennent. Et dans un monde idéal, je dois vous avouer que je rêve secrètement d'atteindre l'objectif
très ambitieux, je dois le dire, de blinder mon PEA avant mes 40 ans et donc arriver au fameux 150 000 € de plafond de versement. Objectif qui est donc très ambitieux et en toute honnêteté vraiment irréalisable dans la situation actuelle dans laquelle je me trouve, étant donné que si je comptabilise ce que j'ai déjà mis en PEA, si je veux arriver à 40 ans à 150 000 € de versement, je vais devoir mettre à peu près 1500 € par mois dessus, ce qui honnêtement n'est pas possible. Mais je me dis que si jamais je travaille bien, notamment pour développer mon entreprise et pour faire des sous tout simplement, à la fin de l'année, je peux me récupérer un beau chèque et je sais déjà que ce beau chèque de dividende de mon entreprise, je vais l'investir majoritairement sur mon PEA. Je sais que ça va être très difficile, faut pas se mentir, mais quand je prends un peu de recul sur tout ce que j'ai réussi à faire depuis 6 ans, je me dis que ce serait dommage de m'empêcher de rêver grand, moi aussi, comme d'autres. Il n'y a pas que les autres qui ont le droit de réussir, nous aussi on a le droit de réussir à notre petit niveau, quel que soit de là où on part. Et voilà, j'essaie de me donner un peu de motivation et de me dire qu'au final, ça dépend de moi, ça dépend de mon travail, de ma motivation et j'ai envie de tester. Pour conclure, je voulais revenir sur le sujet de la sérénité, qui mine de rien est quelque chose qui me trotte de plus en plus dans la tête au quotidien et que je pense vous allez me voir également aborder de plus en plus en vidéo au fur et à mesure du temps parce que après 6 ans d'investissement, je me rends compte enfin que je commence à perdre la passion, mais attention, pas la passion en mode je suis passionnée par tel ou tel sujet, mais vraiment la passion en termes d'émotions fortes qui nous fait vivre des montagnes russes, qui nous inquiètent, qui nous déchirent parfois, et du coup vraiment ce côté négatif d'une sensation passionnelle. Mine de rien, je me rends compte que je commence tout doucement à ne plus trop correspondre à ce profil de jeune investisseuse qui découvre tous les types d'investissements inimaginables et qui du coup va commencer à tester plein de choses à gauche, à droite, quitte à prendre des risques, c'est pas grave, mais au moins j'aurai l'expérience. Mon prisme, il commence à se décaler légèrement et du coup, j'ai envie de choses qui me font moins faire de saut au cœur. J'ai envie de plus de tranquillité, j'ai envie de, ok, moins de rentabilité, mais surtout plus de sérénité. Et c'est pour ça, du coup, je pense que notamment les crypto-monnaies m'intéressent moins parce que vraiment un portefeuille qui fait le yo-yo divisé par 100 x 10, etc. Vraiment, je pense qu'aujourd'hui, j'ai plutôt envie de sécuriser mon bagage. Pareil, pour faire le lien avec la prochaine vidéo du coup sur l'immobilier, tout ce qui est location courte durée, ça prend trop de cases dans la tête, ça demande d'être trop disponible, même si on fait gérer les biens par quelqu'un. Je préfère largement aujourd'hui faire de la longue durée. Tout simplement, je me rends compte que je suis en train d'évoluer et que mon chemin d'investissement va devoir légèrement changer de direction pour convenir plus au nouveau moi, entre guillemets. Donc est-ce que 33 ans c'est l'âge de la maturité? Dites-le moi. Ces temps-ci je suis en train de réfléchir à pas mal de choses pour réorienter quelque peu mon portefeuille. Vous allez le voir dans le futur, on en parlera en temps voulu. Il y a des choses qui vont peut-être partir, il y a d'autres catégories qui vont arriver, mais c'est pour le mieux, c'est pour la sérénité. En tout cas, si vous voulez savoir quels sont ces changements, eh bien, il n'y a qu'une façon de le savoir, c'est de vous abonner à la chaîne pour ne rien louper des prochaines vidéos. Si jamais cette vidéo, elle vous a plu, je vous invite à la liker, à la commenter également. D'ailleurs, ça m'intéresserait beaucoup en rapport avec cette conclusion que vous me disiez, parce que mine de rien, il y en a, ça fait longtemps, je sais que vous êtes abonnés à la chaîne. Est-ce que entre le moment où vous avez commencé à investir et maintenant, il y a des choses qui ont évolué dans votre mentalité? Est-ce que vous aussi, vous avez l'impression que vous allez moins vers des choses très risquées et potentiellement très rentables pour vous tourner tranquillement vers des choses un peu plus stables? Ça m'intéresserait de le savoir, si on est dans le même bateau ou ça se trouve vous êtes à l'inverse de moi. Bref, en tout cas, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.